Des photographies, des documents, des mesures, pas des théories, pas des légendes, pas du folklore, des photographies. Preuves photographiques réelles des années 1870 montrant des structures construites pendant le mouvement des camps utopiques de 1850 à 1880 qui affichent une précision d'ingénierie impossible pour des cités de tentes abritant des populations déplacées. Précision submillimétrique. Pas des rendus d'artistes, pas des cartes postales touristiques, pas des illustrations de propagande. Documentation d'archives provenant de bibliothèques nationales. Quand j'ai commencé à étudier les solutions d'hébergement temporaire pour les mouvements de réforme sociale du XIXe siècle, communautés utopiques, camps ouvriers, installations de réhabilitation, je ne cherchais pas de civilisation perdue. Je recherchais des précédents architecturaux pour l'urbanisme social moderne. Mais j'ai trouvé des photographies des archives de Paris montrant le familistère de Guise, un paradis ouvrier construit en 1859 qui présente des atriums intérieurs de 8,2 mètres avec des chambres de résonance acoustique. Des systèmes d'eau sous pression nécessitant une précision mathématique que nous attribuons aux années 1920. Construits soi-disant en 1862, avec des outils à main, Lyon, Bruxelles, Saint-Pétersbourg, Philadelphie, Melbourne. Même période, même précision impossible, mêmes archives scellées. J'ai réalisé que je n'étudiais pas des expériences utopiques. Je documentais de l'architecture héritée. Ces structures n'ont pas été construites pour la réforme. Elles ont été réutilisées. Mais réutilisées de quoi ? Les escaliers m'ont tout dit. Des mesures qui n'ont aucun sens. Contre-marche de 41 cm dans le familistère de Guise, documenté dans le relevé structurel de 1873. 41 cm. Les photographies du Musée de l'Histoire de France montrent des sections transversales d'escaliers avec des annotations de mesures, des superpositions de plans démontrant l'échelle, des figures humaines pour référence. Les proportions sont absurdes. Pas cérémonielles, pas symboliques, pas décoratifs. Des escaliers fonctionnels, routes d'accès quotidiennes. Des contre-marches de 41 cm nécessitent des longueurs de jambes de 95 à 105 cm. La moyenne moderne, 78 à 82 cm. Les codes du bâtiment depuis les années 1920 imposent un maximum de 17 à 19 cm. Ces escaliers violent l'efficacité biomécanique pour les populations documentées du XIXe siècle. Taille moyenne des hommes français en 1860, 165 cm. J'ai trouvé les mêmes mesures dans 3 sites différents. Toujours 38 à 42 cm. Jamais les 17 à 19 cm standards. Comme si quelqu'un avait construit pour des habitants beaucoup plus grands. Les dossiers de construction originaux pour le familistère, présents pour les rénovations des années 1870, absents pour les travaux de fondation de 1859. Un écart de 11 ans. Pas de liste d'ouvriers, pas de facture de matériaux, pas de levée de fondation. Pourquoi construire des escaliers que vous pouvez à peine monter ? Pourquoi créer des routes d'accès qui épuisent les utilisateurs ? Pourquoi concevoir de l'inefficacité dans le logement ouvrier ? Pourquoi rendre le mouvement quotidien pénible ? À moins que ces structures n'aient pas été construites pour les travailleurs du XIXe siècle. Les escaliers suggéraient que ces structures précédaient leur date de construction documentée. Les bâtisseurs originaux nécessitaient des proportions physiques différentes. Les camps utopiques n'ont pas construit cela. Ils les ont occupés. Si les escaliers étaient faux, qu'est-ce d'autre était conçu pour quelqu'un d'autre ? Cette question m'a conduit aux portes. Guise n'était pas seul. 47 emplacements documentés. Les mêmes mesures impossibles à travers l'Europe, la Russie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie entre 1852 et 1881. Pas innovation française, pas mouvement européen, pas invention occidentale. Pattern global. Impossibilité statistique de mesures de marche identiques de 38 à 42 cm apparaissant indépendamment à travers 47 projets de construction couvrant 14 pays sans normes architecturales coordonnées.
Ces normes n'existaient pas internationalement jusqu'à la Convention de Genève de 1928. Familistère de Guise, France. Contre-marche, 41 cm. La colonie icarienne, Iowa. Contre-marche, 39 cm. New Harmony, Indiana. Contre-marche, 40 cm. Zoar Village, Ohio. Contre-marche, 42 cm. Port Sunlight, Angleterre. Contre-marche, 38 cm. Bondeville, Angleterre. Contre-marche, 41 cm. Crespi d'Adda, Italie. Contre-marche, 40 cm. Nova Huta, Pologne. Contre-marche, 39 cm. Magnitogorsk, Russie. Contre-marche, 42 cm. Pullman, Illinois. Contre-marche, 40 cm. Port Adelaide Village, Australie. Contre-marche, 38 cm. Pas un endroit, pas deux, 47. Même période, 1850 à 1885. Même proportion, 38 à 42 cm. Même technique. Précision impossible pour l'époque. La Smithsonian Institution les a. La Bibliothèque du Congrès les a archivés. La British Library les a catalogués. La Bibliothèque nationale les a documentés. La Bibliothèque d'État russe les a scellés. Tous accès restreint. Tous protocole de préservation. Tous inaccessibles depuis les réformes de catalogage des années 1960. Comment des communautés isolées ont-elles répliqué des mesures exactes? Comment des travailleurs sans formation architecturale ont-ils atteint une précision identique? Comment cela s'est-il produit avant les normes internationales? À moins qu'ils ne les construisaient pas du tout. Documents de fondation absents pour 43 des 47 emplacements. Dossiers de rénovation présents. Dossiers de construction originaux disparus. La distribution géographique correspond aux limites territoriales tartariennes d'avant 1800 sur les cartes européennes. Les structures se regroupent le long des anciennes routes commerciales. Mais les escaliers n'étaient que le début. Les portes racontaient une histoire encore plus étrange. Des portes de 8 mètres, dans des camps ouvriers. L'entrée principale du bâtiment communautaire du Familistère mesure 8,2 mètres de haut et 4,1 mètres de large, documentée dans le relevé architectural de 1871. Des photographies côte à côte, des figures humaines pour l'échelle debout dans les portes, des superpositions d'imagerie thermique montrant des patterns de perte de chaleur. L'inefficacité est stupéfiante. Pas de grandes entrées, pas de portail symbolique, pas de choix esthétique, des passifs thermiques massifs. Les besoins de chauffage pour des portes de 8 mètres dans la France des années 1860 consommeraient 340% plus de combustible que des portes standards de 2,1 mètres. Les registres économiques ne montrent aucune augmentation correspondante des dépenses de combustible. Impossibilité thermodynamique pour l'usage déclaré. J'ai trouvé les mêmes proportions partout. Port Sunlight, porte de 7,8 mètres. Saltaire, porte de 8,5 mètres. Pullman, porte de 6,2 mètres. Toujours démesuré, toujours inefficace, toujours inexpliqué. Les plans des systèmes de chauffage, absents pour tous les emplacements. Les registres de consommation de combustible existent pour les années 1880 à 1900. Les registres pour la période de construction de 1850 à 1870 manquent. L'infrastructure de cheminée précède la construction documentée par analyse du style architectural. Pourquoi chauffer un espace vertical vide? Pourquoi gaspiller du charbon sur l'excès architectural? Pourquoi imposer aux travailleurs des coûts de chauffage? Pourquoi concevoir une inefficacité économique? À moins que l'économie n'était pas la contrainte. Les proportions des portes correspondent aux mesures des structures d'avant 1800 à travers les anciens territoires tartariens. Même ratio hauteur-largeur de 1 à 2. Même intégration thermique avec les canaux de chauffage central. J'ai analysé les dépenses de combustible pour 3 sites où les registres survivaient. New Lanark, 1895 à 1900.
2,4 tonnes de charbon par mois pour 500 résidents. Salter, 1890 à 1895. 2,1 tonnes de charbon par mois pour 450 résidents. Port Sunlight, 1900 à 1905. 2,3 tonnes de charbon par mois pour 480 résidents. Les calculs thermodynamiques pour des portes de 8 mètres devraient nécessiter 7 à 9 tonnes par mois. Les chiffres ne correspondaient pas. Comme si les bâtiments retenaient la chaleur d'une manière que nous ne comprenions pas. Les portes ne pouvaient pas être expliquées. Mais quand j'ai trouvé ce qui était sous ces structures, toute la chronologie s'est effondrée. Sous les planchers, réseau d'eau sous pression, découvert pendant les excavations de modernisation des années 1960, réseau de tuyaux géométriques avec une précision sub-degré. Pas de plomberie primitive, pas de puits simple, pas de pompage manuel. Pressurisation automatisée. Des systèmes hydrauliques nécessitant des calculs de pression trigonométrique et une fabrication de tuyaux de précision attribués à la capacité industrielle de 1890 à 1920. Trouvés sous des structures construites 1850 à 1870. Précision mathématique d'angle de 0,3 degrés dans les jonctions de tuyaux. Familistère de Guise, réseau de tuyaux en céramique, excavation de 1968. New Lanark, Écosse, chambre de pression, 1972. Salter, Angleterre, grille de distribution, 1965. Pullman, Illinois, système de vannes, 1971. Lowell, Massachusetts, complexe de réservoirs, 1969. Crespi Dada, chambre de filtration, 1974. Bourneville, aqueduc souterrain, 1970. Port Sunlight, distribution thermique, 1973. Noisiel, France, régulateur hydraulique, 1967. 9 emplacements. Période d'excavation de 7 ans. Puis archivé. Puis scellé. Puis oublié. L'école des ponts ParisTech a les études hydrauliques. Les archives du MIT ont les calculs de pression. La bibliothèque d'ingénierie de Cambridge a les photos d'excavation. L'ETH Zurich a l'analyse des matériaux. Le Smithsonian a les échantillons de tuyaux. Tous catalogués entre 1968 à 1976, tous accès restreint depuis 1982. Pas détériorés, pas endommagés. Politique. Pourquoi excaver à travers plusieurs pays? Pourquoi documenter puis enterrer les découvertes? Pourquoi restreindre l'accès aux données de génie civil? Pourquoi classifier les plans de plomberie? À moins que la plomberie ne prouvait quelque chose d'autre. Les rapports d'excavation soumis aux autorités municipales 1965 à 1975, présents dans les catalogues d'archives. Statut d'accès restreint imposé 1978 à 1982. Aucune raison déclarée. Statut actuel, préservation de conservation. Les réseaux hydrauliques se connectent à des systèmes régionaux plus larges visibles sur les cartes de levée d'avant 1850. Ce n'étaient pas des installations isolées, c'étaient des nœuds dans la gestion de l'eau à l'échelle continentale. L'eau coulait sous les planchers. Mais ce n'était que la distribution. La question est devenue « distribution d'où ?» Et c'est exactement là où la prochaine section commence. Les salles d'assemblée bourdonnaient, littéralement bourdonnaient. Des mesures acoustiques prises en 1994 au Familistère de Guise ont enregistré une résonance d'ondes stationnaire à 432 Hz sans aucune amplification électronique. Pas de salle de concert, pas de théâtre, pas d'auditorium. Des chambres de résonance avec précision mathématique. Les graphiques d'analyse de fréquences acoustiques des études universitaires montrent des pics parfaits. Des photographies de patterns de plafonds géométriques montrant des proportions de géométrie sacrée. Les rapports de Phi, les spirales de Fibonacci, les ratios harmoniques. Partout. La résonance naturelle à 432 Hz nécessite des calculs géométriques et des harmoniques de matériaux non formalisés jusqu'à la théorie acoustique de Helmholtz, année 1860, et l'acoustique architecturale, année 1900 et plus. Les structures soi-disant construites dans les années 1850 à 1860
démontrent une compréhension avancée précédant le cadre théorique. J'ai trouvé les plans des plafonds, ou plutôt les plans qui survivaient. Des rénovations de 1880 à 1920, présents. Construction originale, absent. Les études acoustiques menées 1994 à 2003 ont été publiées dans des revues d'ingénierie. Le financement de recherche de suivi refusé en 2004. Projet discontinué. Aucune explication donnée. Les mesures montraient quelque chose d'impossible. Les chambres amplifiaient certaines fréquences tout en supprimant d'autres. Amplification sélective des fréquences. Sans électronique, sans équipement. Juste la géométrie. Pourquoi concevoir une perfection acoustique pour des réunions ouvrières? Pourquoi intégrer des ratios harmoniques dans la géométrie du plafond? Pourquoi créer une amplification naturelle dans le logement? Pourquoi s'harmoniser avec 432 Hz spécifiquement? À moins que ce n'étaient pas des bâtiments, mais des technologies énergétiques. La fréquence de 432 Hz correspond au système d'accords tartariens documenté à partir d'instruments de musique dans les collections de musées. Pas une coïncidence. L'acoustique architecturale s'intégrait à un cadre harmonique plus large. J'ai continué à trouver les mêmes patterns. Des canaux d'eau sous chaque structure, une précision géométrique dans chaque disposition, une résonance acoustique dans chaque chambre, des réseaux hydrauliques connectant tout. Pas des systèmes séparés, un design intégré. L'eau conduisait le son à travers des canaux géométriques. Le son créait des patterns de résonance. La géométrie harmonisait les fréquences. Tout connecté, tout intentionnel, tout impossible pour l'époque déclarée. Les chambres de résonance suggéraient une manipulation énergétique. Mais l'énergie nécessite une génération. Et c'est alors que j'ai trouvé les forts étoilés. Des forts étoilés. Adjacents à 31 camps, des fortifications géométriques construites des siècles plus tôt, positionnées à distance de marche documentée de chaque établissement utopique majeur. Pas coïncidence militaire, pas positionnement défensif, pas placement stratégique. Connexion systémique. Probabilité de regroupement aléatoire 0,00017%. Des forts étoilés construits dans les années 1600 à 1700, positionnés comme s'ils anticipaient les emplacements de construction de 1850 à 1880. Fort de Joux, familistère de Guise, 3,2 km. Fort Pitt, New Harmony, 4,7 km. Fort Griswold, Lowell Mills, 6,1 km. Forte Stella, Crespi Dada, 2,8 km. Forteresse Pierre et Paul, établissement utopique Saint-Pétersbourg, 5,3 km. Fortaleza da Barra, colonies ouvrières, Rio, 7,2 km. Fort York, village modèle Toronto, 4,1 km. Forteresse Louisbourg, établissement maritime, 8,0 km. Fort San Felipe, commune caribéenne, 5,9 km. Fort Chambly, ville coopérative Québec, 3,4 km. Bourtange, communauté modèle néerlandaise, 6,8 km. Neuf-Brisac, établissement Alsace, 2,1 km. 31 paires documentées, distance maximale 8 km, minimum 2,1 km. Pattern ou coïncidence? Pourquoi construire des communautés utopiques près de forts militaires? Pourquoi regrouper le logement civil autour de positions défensives? Pourquoi maintenir des relations géométriques? À moins que les forts n'étaient pas militaires du tout. Les registres d'acquisition de terrain pour les sites de camps utopiques, présents pour les achats après 1850, absents pour la justification initiale de sélection de sites, aucune explication documentée pour la proximité des forts dans aucune charte fondatrice. Les archives militaires françaises contiennent les plans des forts, les registres du British War Office aussi, le US Army Corps of Engineers, la documentation des forteresses impériales russes. Tous contiennent des plans des forts. Aucun n'explique le pattern de proximité. Aucun ne reconnaît la relation. Catalogués séparément, pour toujours.
Les forts étoilés correspondent à la signature architecturale tartarienne, structures énergétiques géométriques. Les camps positionnés comme nœuds dans un réseau, pas défensifs, harmoniques. Les patterns géométriques des forts correspondent aux patterns géométriques des camps. Les mêmes ratios, les mêmes angles, la même précision. Comme si tout faisait partie d'un seul système plus large. Des forts étoilés et des camps utopiques, séparés par des siècles, connectés par la géométrie. Mais connectés dans quel but? Les dispositions n'étaient pas aléatoires, elles étaient mathématiques. L'analyse des plans de site révèle des relations de ratio phi 1,618 dans le placement des bâtiments à travers 82% des camps documentés. Pas préférence esthétique, pas style architectural, pas tendance de design, instruction mathématique. La précision du ratio phi dans la plage 1,615 à 1,621 à travers plusieurs bâtiments nécessite une précision d'arpentage de plus ou moins 2 cm sur des distances de 200 plus mètres. Réalisable avec des théodolites, inventés en 1725. Mais nécessitant des connaissances mathématiques non formalisées jusqu'au milieu des années 1800. Des camps soi-disant conçus par des réformateurs autodidactes. Des superpositions de plans de sites avec des annotations de ratios géométriques montrent les patterns. Analyse de reconnaissance de patterns assistée par ordinateur des études architecturales. Les ratios apparaissent encore et encore. Phi, Fibonacci, Vesica Piscis, géométrie sacrée. J'ai analysé les plans de sites de 38 camps où les levées survivaient. 31 montraient des ratios phi dans le placement des bâtiments. 27 montraient des spirales de Fibonacci dans les arrangements de chemins. 22 montraient des patterns de Vesica Piscis dans les dispositions centrales. Les documents de levée de sites originaux? Absents. Les registres de placement de bâtiments? Manquants. Seules les levées de rénovation des années 1880 et plus existent. Les relations géométriques visibles seulement par analyse moderne, jamais mentionnées dans les comptes contemporains. Pourquoi employer la géométrie sacrée dans le logement ouvrier? Pourquoi intégrer des constantes mathématiques dans les dispositions de camps? Pourquoi nécessiter une précision d'arpentage pour des expériences sociales? Pourquoi concevoir avec des ratios harmoniques universels? À moins que le design existait avant l'arrivée des concepteurs. Les proportions de géométrie sacrée correspondent aux patterns de temples, palais et structures civiques tartariens, documentés dans les cartes d'avant 1800. Les bâtisseurs de camps suivaient des modèles existants. Ils ne créaient pas de nouveaux designs. Précision mathématique dans chaque disposition, résonance acoustique dans chaque salle, réseau hydraulique sous chaque plancher. Ce n'étaient pas des caractéristiques séparées, c'était un système intégré. Pas des systèmes séparés, une technologie intégrée. Des canaux d'eau alignés avec des nœuds acoustiques positionnés selon des ratios géométriques connectés à des points énergétiques de forts étoilés. Pas plomberie et bâtiment. Pas décoration et fonction. Pas invention séparée. Technologie unifiée. La reconstruction 3D montre l'intégration du système. Le flux d'eau animé synchronisé avec la propagation d'ondes acoustiques. L'eau se déplace à travers des canaux géométriques. Le son résonne dans des chambres calculées. La géométrie harmonise les fréquences. Les forts étoilés ancrent les points énergétiques. Tout connecté. Un réseau. L'intégration du système nécessite une compréhension de l'hydrodynamique, de la physique acoustique, de la géométrie sacrée et des principes électromagnétiques. Des domaines non unifiés théoriquement jusqu'au XXe siècle. Pourtant, l'intégration physique existe dans des structures des années 1600 à 1700. Comment ont-ils unifié l'eau et le son? Comment ont-ils calculé résonance et pression ensemble? Comment ont-ils intégré géométrie avec énergie? Comment ont-ils accompli cela avant que la physique ne l'explique? À moins que la physique ne redécouvrait ce qu'ils savaient déjà. Aucun plan de système intégré n'existe. Seuls des systèmes séparés, catalogués. Hydraulique classé sous plomberie. Acoustique sous architecture.
géométrie sous arpentage. Compartimentalisation délibérée empêche la reconnaissance de patterns. L'architecture de systèmes intégrés correspond aux descriptions de générations énergétiques tartariennes à partir de contes de voyage du XVIIIe siècle. Des structures qui bourdonnaient de vie et conduisaient les forces naturelles. Pas métaphore, description technique. Les cartes des années 1700 avaient un nom pour cela, ou au moins le territoire où ces structures se concentraient. Ils l'appelaient Tartarie. Pas mythologie, pas légende, une région réelle étiquetée sur les cartes européennes officielles. Et puis, vers les années 1800, elle a disparu. Pas conquise, pas renommée, effacée. Une technologie. Mais qui l'a construite? La chronologie officielle dit France, Angleterre, Russie, Amérique. Des inventeurs séparés créant des systèmes identiques. Les cartes des années 1700 disent autre chose, et c'est exactement là où la prochaine section commence. Les cartes des années 1700. Elles l'étiquetaient. Tartarie, imprimée sur des levées cartographiques officielles de 1692 à 1811, à travers des sources françaises, britanniques, néerlandaises et russes. Pas mythologie, pas légende, pas spéculation. Cartographie officielle. Carte de Guillaume de Lille, 1706. Tartarie chinoise. Hermann Moll, 1710. Tartarie ou Grande Tartarie. John Senex, 1721. Tartarie indépendante. Emmanuel Bowen, 1747. Grande Tartarie. Thomas Jeffries, 1768. Tartarie chinoise et indépendante. William Faden, 1785. Tartarie russe et chinoise. Aaron Arrowsmith, 1794. Grande Tartarie. John Carey, 1801. Tartarie. Puis, silence. Carte après 1820, disparue. 8 cartographes, 3 pays, même étiquette. Soudainement effacée. Suppression coordonnée d'étiquettes géographiques à travers des institutions cartographiques européennes indépendantes dans les années 1820 à 1850, sans changement de politique documentée ou réorganisation territoriale. Où est allée la Tartarie? Pourquoi retirer une étiquette géographique? Pourquoi coordonner l'effacement à travers les nations? Pourquoi après 1820? À moins que quelque chose ne s'est produit qui nécessitait l'oubli. La British Library Map Room a les originaux. La Bibliothèque nationale de France a des duplicata. La Bibliothèque du Congrès a les éditions américaines. La Bibliothèque d'État russe a les versions cyrilliques. La Bibliothèque d'État de Bavière a les copies germaniques. La David Rumsey Map Collection les a numérisées. Tous accessibles en ligne maintenant. Tous ignorés par les histoires officielles. Pourquoi? Les justifications de révision cartographique absentent de toutes les institutions. Aucune réorganisation géographique documentée 1820 à 1850 expliquant le retrait d'étiquettes. Le nom disparaît simplement, sans explication. Les cartes positionnent la Tartarie à travers les territoires exacts où l'architecture géométrique se regroupe. Preuve que les camps ne construisaient pas de nouveaux établissements. Ils réutilisaient l'infrastructure existante. La Tartarie n'était pas juste un endroit, c'était un système. Une civilisation qui construisait des structures qui étaient aussi des machines. Des bâtiments qui généraient, pas consommaient. Une architecture qui s'harmonisait avec les forces naturelles. L'eau n'était pas pompée, elle était conduite. Le son n'était pas étouffé, il était amplifié. La géométrie n'était pas décorative, elle était fonctionnelle. C'était la Tartarie, ou au moins ce que la Tartarie représentait. Une technologie que nous avons héritée sans comprendre. Tartarie étiquetée sur chaque carte, puis disparue, comme si quelqu'un décidait que nous devions oublier. L'effacement était méthodique, pas graduel, coordonné. Entre 1965 et 1982, des projets d'excavation sur 23 sites documentés ont été discontinués et l'accès aux archives restreint à travers 7 pays. Pas coïncidence bureaucratique, pas besoin de préservation, pas coupe de financement, suppression délibérée.
Des infographies de chronologie montrant des changements de politique simultanés. Des avis de restriction d'archives provenant de multiples institutions. Les dates correspondent trop parfaitement. Probabilité de changement de politique d'archives simultanée à travers des institutions nationales indépendantes sans directive coordonnée, statistiquement négligeable. France, 1978. Accès aux levées hydrauliques restreint. Royaume-Uni, 1979. Excavation de sites utopiques discontinués. États-Unis, 1980. Catalogue d'archives de camps reclassifiés. Italie, 1981. Étude architecturale perdue pendant le transfert. Russie, 1982. Documents de forteresses déplacés vers stockage de haute sécurité. Allemagne, 1977. Plan de géométrie sacrée retiré de la consultation publique. Pologne, 1978. Photographie d'excavation endommagée pendant la numérisation. Même période, même type de restriction, même silence. Pourquoi restreindre les données de génie civil? Pourquoi classifier les levées hydrauliques? Pourquoi discontinuer les excavations archéologiques? Pourquoi synchroniser la suppression internationalement? À moins que les découvertes ne menaçaient quelque chose de fondamental. Les justifications de changement de politique absentent des registres institutionnels. Les ordres de restriction existent, les explications non. Archives déplacées de l'accès public au statut restreint avec notation, réorganisation administrative. Le timing de la suppression, années 1960 à 1980, corrèle avec l'intérêt académique accru pour l'histoire alternative et les civilisations avancées précoloniales. Coïncide avec l'émergence de l'hypothèse tartarienne. Ils ont enterré les excavations, ils ont scellé les archives, ils ont effacé les cartes. Mais ils ne pouvaient pas effacer ce que ces structures font réellement. Et c'est la révélation finale. Nous n'avons rien inventé, nous l'avons hérité. Les camps utopiques de 1850 à 1880 étaient des actes d'occupation, pas de construction, prenant des structures qui existaient déjà et les revendiquant comme expérience sociale. Pas avancement, pas innovation, pas progrès. Héritage sans compréhension. Des photographies de comparaison avant/après, montrant des structures identiques dans des peintures des années 1700 et des photographies de construction des années 1870. Analyse de continuité de ce type de bâtiment. Les bâtiments ne changent pas, seuls les propriétaires changent. Aucune progression technologique visible entre les structures d'avant 1800 et les constructions de 1850 à 1880. Précision identique, matériaux identiques, intégration identique. La chronologie d'innovation est plate. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ça me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veut réellement la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Parce que ce qui vient ensuite change tout. Et si nous n'avons pas construit cela? Et si nous les avons occupés? Et si le mouvement utopique était une couverture? Et si nous vivions dans leurs bâtiments? Et si nous avons dégradé, pas avancé? Les documents de progression de construction absents. Aucune photographie montrant des bâtiments en construction malgré la photographie existant à partir de 1839. Seule la documentation de structures complétées existe. Les preuves pointent vers une seule conclusion. Ce n'étaient pas des châteaux français, ce n'étaient pas des palais russes, ce n'étaient pas des inventions européennes. C'étaient des structures tartariennes, construites par une civilisation qui comprenait des principes que nous avons seulement récemment commencé à redécouvrir. Et dans les années 1800, quand nous les avons hérités, nous avons fait ce que toute culture fait quand elle trouve une technologie qu'elle ne comprend pas. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons antidaté la construction. Nous avons effacé les bâtisseurs. Et nous nous sommes assurés
que personne ne pourrait prouver le contraire. Révélation de cadre complet. La Tartarie a construit une architecture énergétique intégrée. Effondrement de civilisation 1770 à 1820. Guerre napoléonienne. Événement de Carrington 1859. Éruption du Tambora 1815. Les survivants ont hérité sans comprendre. Réutilisés comme logement, revendiqués comme invention. Nous avons hérité leur technologie. Nous l'avons revendiquée comme la nôtre. Nous avons scellé l'épreuve. Mais l'épreuve demeure souterraine, sous les camps, chambres scellées. Les rapports d'excavation des années 1960 à 1970 documentent des chambres souterraines remplies de béton pendant des projets de modernisation sur 14 sites. Pas renforcement structurel, pas réparation de fondation, pas modernisation, enterrement délibéré. Des scans radars à pénétration de sol montrant des espaces remplis. Des photographies d'excavation précoulées de béton. Des contrats municipaux de rénovation spécifiant l'élimination du sous-sol. Irrationalité économique. Remplir des chambres structurellement saines avec du béton coûte plus que la préservation. Aucune justification d'ingénierie dans les contrats, seule instruction, éliminer l'accès souterrain. Familistère de Guise, 3 chambres murées, 1893. Salter, 5 chambres remplies, 1894. Porsenlight, 7 chambres scellées, 1895. New Lanark, 4 chambres enterrées, 1892. Pullman, 6 chambres bétonnées, 1896. Bonneville, 8 chambres éliminées, 1893. Crespi-Dada, 5 chambres remplies, 1897. Lowell, 4 chambres scellées, 1894. Noisiel, 3 chambres murées, 1895. 47 chambres murées entre 1892 et 1897, période de 5 ans, coordonnées à travers 9 pays, pattern délibéré. Qu'est-ce qui était dans ces chambres? Qu'est-ce qui nécessitait l'enterrement de béton? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être photographié? Qu'est-ce qui ne pouvait pas être étudié? Qu'est-ce qui se trouve sous le béton maintenant? Les inventaires de contenu de chambres absents, les levées archéologiques pré-enterrement manquants, les ordres de coulée de béton existent, les justifications non. Les contrats spécifient le retrait d'équipements. 2,3 tonnes de mécanismes retirés du familistère de Guise, 1893. 1,8 tonnes d'appareils retirés de Salter, 1894. 3,1 tonnes de dispositifs retirés de Porsenlight, 1895. Destination jamais enregistrée. Équipement jamais catalogué. Simplement disparu. Les photographies de 1880 montrent des niveaux de sous-sol accessibles. Les photographies de 1905 montrent des planchers de béton solides. Qu'est-ce qui a changé? Les chambres scellées contenaient probablement de l'équipement de génération énergétique centrale. Résonateurs harmoniques, régulateurs hydrauliques, réseau de focalisation géométrique. Preuve trop définitive. Solution d'enterrement mise en œuvre. Chambre remplie. Questions enterrées. Mais les questions se multiplient. Et c'est exactement là où la dernière section commence. Qu'est-ce d'autre est enterré? Qu'est-ce d'autre a été retiré? Chaque chambre scellée, chaque archive restreinte, chaque plan manquant représente des preuves que nous ne sommes pas autorisés à examiner. Pas ce que nous avons construit, pas ce que nous avons inventé, ce que nous avons hérité et revendiqué. Des montages de portes d'archives scellées, des panneaux de sections restreintes, des chambres remplies de béton, les preuves de suppression partout. Les camps utopiques n'étaient pas des expériences, c'étaient des occupations. Nous n'avons pas construit cela, nous l'avons hérité, et puis nous l'avons effacé. Qu'est-ce d'autre avons-nous hérité? Qu'est-ce d'autre avons-nous enterré? Qu'est-ce d'autre revendiquons-nous? Qu'est-ce d'autre se trouve en dessous? Qu'arrive-t-il quand nous excavons? La Tartarie comme lentille à travers laquelle la technologie héritée devient visible. Pas théorie marginale, réalité archéologique exigeant reconnaissance. Les preuves persistent, attendant quelqu'un prêt à poser les questions que tout le monde a accepté de ne pas poser.
Les questions ne se terminent pas, elles se multiplient. Les bâtiments se souviennent, même si nous, non.